Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous d'information. Voici les titres. La dépouille de l'artiste Willy Millon est au Bénin depuis hier soir. Le FESPACO 2025 s'ouvre le samedi 22 février prochain. Plusieurs productions cinématographiques béninoises sont en lice. Le déclin des langues maternelles, quelles conséquences pour les enfants et la société? En Arabie Saoudite, des pourparlers pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine et du rétablissement des relations russo-américaines. Les détails, c'est juste après ceci. Au Bénin, des malfrats ont cambriolé un commissariat de police dans la commune de Tofo, plus précisément à Ouegbo. Le cambriolage a eu lieu dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2025. À en croire les informations rapportées par le potentiel, des individus non identifiés se sont introduits dans le commissariat, emportant avec eux 2 motos de marque Audi 115 appartenant à des fonctionnaires de police. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances de ce vol audacieux. Le corps de Willy Millon est rapatrié sur Cotonou depuis hier soir. L'artiste est mort d'un arrêt cardiaque au Burkina Faso le 4 février 2025. À l'aéroport de Cotonou ce lundi 17 février, plusieurs artistes et acteurs du monde culturel se sont mobilisés pour accueillir la dépouille mortelle. Je vous invite à vivre l'ambiance de ce retour au pays à travers ce reportage que nous proposent Kenneth Eganwi et Ostave Capo. Willy Millon est de retour au pays, du moins sa dépouille mortelle. Le corps de l'artiste est rapatrié au Bénin dans la soirée de ce lundi 17 février 2025. Déjà à 18 h, plusieurs personnes, fans, amis, artistes, proches et parents du concepteur de Noudiou étaient présents à l'aéroport de Cotonou pour l'accueillir. Sur le visage de son ex-manager et responsable du comité d'organisation des obsèques, la tristesse est palpable, le moral est au plus bas. État d'âme, je pense que vous devez le savoir. Mettez-vous à ma place et je pense que vous pourriez comprendre ce que je ressens là. C'est un peu ce que la famille ressent, c'est un peu ce que tous ceux qui étaient proches de lui ressentent. C'était quelqu'un de formidable, quelqu'un de magnifique, donc perdre quelqu'un comme ça, c'est chaud. D'autres ne croyaient toujours pas encore au décès de l'artiste, à l'instar de ce musicien et comédien qui se présente comme son bon petit. Il ne peut pas me laisser comme ça. C'est pas ce qu'on s'est dit. Vraiment, ça fait mal. Ça fait très mal. En tout cas, je n'ai pas les mots quand même. Que son âme repose en paix et qui veille sur nous. Ce ne sont pas encore les funérailles de l'artiste. À l'aéroport de Cotonou ce lundi soir, il ne s'agissait que du rapatriement du corps. Mais en attendant l'arrivée de l'avion qui ramenait le prince du Noudiou au Bercail, Kwakambière, la plupart des acteurs culturels présents retiennent la passion qu'il nourrissait pour son art. Willy, c'est quelqu'un qui aimait la musique béninoise, qui voulait l'évolution de la musique béninoise. Des arrangeurs comme Willy, il n'y a pas beaucoup. Des ingénieurs de son comme Willy, il n'y a pas beaucoup. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est que son âme repose en paix. Il est très gentil, ouais, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Sinon, Willy Millon, c'est un 10. Si aujourd'hui, moi-même, je suis un artiste, chanteur, comédien, c'est grâce à Willy Millon. Willy Millon, il est comme papa pour moi. C'était vraiment un bâton. C'est quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout pour son art. Toujours présent pour les autres, toujours disponible. Willy, comme ils aiment l'appeler, a tout donné pour la musique. Même avant sa mort, à la suite d'un arrêt cardiaque le 4 février dernier, il avait des projets en cours. Cette animatrice télé vedette ne pouvait pas s'empêcher de faire une confidence. Quand j'entends le nouveau projet qui doit venir là, son nouvel album qu'il est en train de préparer avec Sergio Machiavelli, et sur les 10 titres, il n'avait pu faire que 3. Et l'album est toujours là, c'est pas sorti. Et entendre qu'il est parti comme ça, je ne sais que dire. Un peu après 19 h 30, le cercueil de Willy Millon apparaît sur un traîneau et met la foule en ébullition. Tout le monde veut voir à quoi ressemble le cercueil. Mais les choses iront très vite. La fanfare monte. Le cercueil est vite recouvert du drapeau national et transféré dans le véhicule des pompes funèbres. Un long cortège se forme aussitôt à la sortie de l'aéroport et s'ébranle vers la morgue de PK14.
C'est là que repose le cadavre du concepteur du Noudiou en attendant les funérailles prévues pour début mars. La commercialisation des 20 000 logements sociaux construits à Wedo dans le cadre du programme d'action du gouvernement débute officiellement le jeudi 20 février 2025. Ces logements au design moderne, bien équipés, offrent un cadre de vie confortable grâce à une architecture intégrant éclairage, ventilation naturelle et commodités de proximité telles que des écoles, des centres de santé, des commerces et des espaces verts. 2 modes d'acquisition sont proposés, la location à cession et l'achat direct. Suivez les détails dans cette capsule réalisée par la Direction de la communication de la présidence. Le gouvernement béninois est fier de présenter une réalisation majeure de son programme d'action. Le programme 20 000 logements, une initiative qui reflète son engagement à offrir des conditions de vie dignes à tous les citoyens. Conçu pour répondre aux besoins croissants en logement, ce programme est une pierre angulaire de la stratégie de développement durable du pays. Il met l'accent sur l'accès à des infrastructures de qualité et favorise le développement des communautés locales. Destiné aux fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, salariés du privé et même à notre diaspora, ce programme est ouvert à tous ceux qui cherchent un avenir meilleur. Chaque logement est pensé pour répondre aux besoins réels des familles, avec des sites situés entre autres à Parakou, Porto Novo et Wedo. Le programme garantit une implantation stratégique pour permettre à tous de vivre à proximité des services essentiels. Ces cités modernes incarnent un modèle d'urbanisme responsable. Dans un souci de transparence, chaque demande est traitée avec rigueur par le comité d'attribution des logements. Le processus est clair et accessible à tous via une plateforme numérique simplifiée. Le programme 20 000 logements n'est pas qu'une initiative, c'est un symbole de progrès et d'espoir. Il offre aux citoyens un espace où ils peuvent bâtir un avenir serein dans un cadre durable et inclusif. Parce que chaque Béninois mérite un toit digne, le gouvernement agit. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Lancement officiel le 20 février 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.programmelogement.bj. L'édition 2025 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO s'ouvre le samedi 22 février prochain. Le Bénin y participe avec près d'une dizaine de productions sélectionnées. Le film Non-Vie en fait partie. C'est un court-métrage de la jeune réalisatrice Seka Metchaou. Le film est sélectionné dans la catégorie Soukabe et sera projeté au cours du FESPACO 2025. Dans l'élément qui va suivre, la réalisatrice de Non-Vie nous parle de son film au micro de Kenneth Eganwin, Christiane Aïssi et Jacob Avossetien. Non-Vie parle de Fifame et Kokou, des frères et sœurs qui vivent en marge de la société, ils vivent dans la brousse. Et en gros, ils se nourrissent des récoltes des paysans qu'ils volent. Donc, un jour, en allant voler un paysan, il tombe sur lui et découvre qu'il a été poignardé par quelqu'un. Et le jeune frère, avec son innocence et son jeune âge, demande à la grande sœur qu'ils essaient de sauver le paysan. Et la grande sœur s'y oppose catégoriquement parce qu'elle a peur que le paysan découvre qu'ils étaient là pour le voler. Et du coup, le petit a vraiment insisté. Après, la grande sœur a cédé, ils ont essayé de sauver le paysan. Sauf qu'ils se sont retrouvés pourchassés par les assaillants du paysan parce que voilà, eux, ils recherchaient le paysan et ils essayent de sauver le paysan. Donc, ils se retrouvent dans le viseur des ennemis du paysan. C'est de la pure fiction et en même temps, c'est inspiré de mon enfance. Donc, ce vécu-là du chant, mettre le film dans un décor champêtre, ça vient de là. Non-Vie, c'est ma première sélection FESPACO. C'est ma première sélection d'ailleurs en festival, tout autre festival. Dans les rues de Cotonou, il est courant de voir des jeunes, des adultes et même des adolescents avec des écouteurs ou casques vissés aux oreilles. Mais cette habitude cache un danger pour l'audition.
Les explications de Dr Agossou, médecin otorhinolaryngologiste, sur les risques liés à l'utilisation excessive de ces appareils dans ce reportage de Raouf Tosuno et Ostave Kapo. Dans les rues animées de Cotonou, le port d'écouteurs est devenu une habitude quotidienne pour de nombreux jeunes et adultes, que ce soit dans les transports en commun, au travail ou même en marchant dans les rues bruyantes. Les écouteurs sont omniprésents. Mais derrière cette pratique anodine se cache un danger souvent ignoré de tous, les risques pour la santé auditive. Dans le tumulte urbain, le besoin d'isolation sonore pousse certains à augmenter excessivement le volume de leurs écouteurs. C'est le cas de Abdoulaye et Alvin, qui utilisent ces gadgets électroniques pour écouter la musique et pour répondre discrètement aux appels. En fait, des fois, j'utilise l'écouteur pour écouter des sons des fois, mais je fais aussi en cas de cas s'il est assis. Je n'arrive pas à prendre le portable en roulant, je peux prendre mon écouteur, je branche mon écouteur pour me communiquer avec mon téléphone portable pour faire mon appel, ce que je peux faire actuellement. Le port des écouteurs, bon, c'est pour écouter la musique la plupart. Après ça, quand on est en circulation, pour ne pas décrocher les appels, pour que les policiers nous arrêtent, on peut porter les écouteurs pour prendre les appels. Je mets bien le volume pour écouter la musique, des fois. Mais pas trop, hein. Si c'est trop aussi, des fois ça dérange, vous comprenez, donc c'est un peu ça. Très souvent, si je suis en joie, je mets ça à 50. Bon, des fois, quand je suis un peu soucieuse et tout, je mets ça à 100 pour n'entendre personne en fait. Une exposition prolongée et répétée à des sons trop forts peut provoquer des dommages irréversibles. Dr Agossou est otorhinolaryngologiste, communément appelé ORL. Il explique les risques encourus lorsque l'on utilise les écouteurs de façon excessive. Les conséquences de l'utilisation prolongée ou de l'utilisation à des volumes élevés de son sont nombreuses. D'abord, c'est sur le plan général le retrait de l'individu. Maintenant, sur l'oreille elle-même, c'est d'abord l'atteinte auriculaire, c'est-à-dire si vous écoutez des sons à des volumes qui sont supérieurs à 80 décibels, il est rapporté que ce son-là peut déjà donner une surdité brusque et définitive. L'autre conséquence, c'est que quand vous vous exposez à l'écoute prolongée du son, cela entraîne une fragilité des organes nobles. Ces organes-là épuisent leur capacité à pouvoir récupérer. Donc, si l'individu est atteint de surdité, il aura des difficultés pour communiquer désormais avec les uns et les autres. Il est bien d'écouter du son ou de la musique, mais n'abusez pas. Le volume doit être raisonnable. Au-delà de cela, vous ne devez pas écouter un son prolongé plus de 15 à 20 minutes d'affilée. Il est préférable d'utiliser des conduits en griffe, mais libres. Utiliser l'atmosphère courante, ouverte, que les casques intra-auriculaires et les casques qui ont des formes de pavillon. Cela permet de ne pas être exposé, de ne pas épuiser sa capacité à écouter et permettre à l'oreille de récupérer entre deux moments où l'oreille est vraiment mobilisée pour l'écoute. Protéger son audition, c'est aussi préserver son bien-être futur. Une perte auditive est souvent irréversible, mais elle peut être évitée en adoptant de bonnes pratiques. Les langues maternelles, autrefois les premières apprises par les enfants, se retrouvent reléguées au second plan, voire même méprisées, et ceci à un point où l'on constate parfois dans certaines familles que des parents interdisent à leurs enfants de s'exprimer dans leur langue natale. Quel impact cela pourrait-il avoir sur la société en général et en particulier sur ces enfants? Je vous propose de suivre le reportage de Shekina Tadjaro et Basile Kiki Sagui. Dans un monde globalisé où les échanges culturels sont de plus en plus fréquents, les langues locales se retrouvent parfois reléguées au second rang.
Il n'est pas rare de constater dans certaines familles que des parents interdisent à leur progéniture de s'exprimer en langue locale. Même si une minorité pense être supérieure aux autres en raison du fait qu'ils parlent exclusivement les langues étrangères, la majorité des Béninois chérissent encore leur langue maternelle. C'est le cas de quelques Cotonois rencontrés qui se sont livrés à notre micro. La langue maternelle est une bonne chose parce que ça peut arriver à des moments donnés et puis on peut aller dans le village où la messe est présente et autres, dans des cérémonies et autres, et puis c'est la langue maternelle qui doit être parlée. Mais une fois que vous ne comprenez pas la langue maternelle, toutes les choses qui doivent être dites dans les réunions ou autres seront difficiles à dire. Et moi je vois que c'est une mauvaise chose de dire à un enfant de ne pas parler la langue maternelle. Aussi, une faible maîtrise de la langue maternelle peut entraîner des difficultés d'interaction avec son entourage immédiat. Moi, je pense que les parents qui refusent à leurs enfants de parler les langues locales, c'est pas du tout bon. Parce que déjà, de base, chacun de nous a une langue locale qu'elle doit parler, s'exprimer dans la langue locale. Et à des moments donnés, tu sors, tu vas à un endroit, les gens parlent le fond, le goût. Quand tu ne comprends pas ces langues, tu ne peux pas t'exprimer. C'est vrai qu'on doit comprendre le français, l'anglais, mais il faut aussi la langue locale pour accompagner la société et tout. Permettons de minutes de couper, le maman minute de viler le couper. Pour que nous aidions mais bon nous, mais si on time nous aidions français bien, pour nous à zéro pays, tous les soumets, on a comprendre. Raymond Asogba est sociologue de profession et l'inventeur de la boologie. Pour lui, les langues maternelles représentent une connexion entre l'enfant et sa terre patrie. Les parents qui empêchent les enfants de parler leur langue maternelle sont des parents qui sont aliénés. C'est-à-dire que même assurément ne connaissent pas leur langue maternelle. Et cela est un problème qui crée, disons, l'évolution inverse de l'enfant. Ça perturbe l'intelligence de l'enfant. Et en fait, traumatise l'enfant qui devient un étranger dans sa ville, dans sa société. Et c'est un enfant qui ne peut pas justement défendre les intérêts de ses ancêtres. La langue maternelle est la première langue apprise à un enfant dans le cocon familial. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'apprentissage des langues étrangères et la préservation des langues maternelles. Plus qu'un simple moyen de communication, les langues locales représentent l'identité d'un peuple et méritent d'être conservées à jamais. L'Union africaine a tenu la 38e session ordinaire de sa conférence des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba le samedi dernier. Un sommet essentiellement consacré à la question du conflit rwando-congolais. Mais il y avait surtout au menu la désignation de nouveaux dirigeants à la tête de l'organisation et de sa commission. Suivez plutôt le récit de Kenneth Eganwi. Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Jusque-là, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, ce quinquagénaire est élu samedi dernier au 7e tour d'un scrutin très serré. Moi, Mahmoud Ali Youssouf, prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions et responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de président de la Commission de l'Union africaine, de m'acquitter de mes fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement d'un État membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Mahamoud Ali Youssouf succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahama, dont le second mandat expire à la mi-mars prochaine. Il est élu pour un mandat de 4 ans qu'il devra entamer avec des questions brûlantes comme le conflit entre la RDC et le Rwanda qui est accusé de soutenir les rebelles du M23.
Le nouveau patron de la commission de l'UA devra aussi jouer une grande part diplomatique dans les négociations en vue de l'obtention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Outre Mahmoud Ali Youssouf, c'est le président angolais João Lourenço qui a été désigné par ses pairs pour reprendre la présidence tournante de l'organisation régionale pour l'année 2025 en remplacement du Mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. La passation de service entre les deux chefs d'État a eu lieu à l'ouverture de ce 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov rencontre ce mardi en Arabie Saoudite des hauts responsables américains, parmi lesquels le secrétaire d'État Marco Rubio, pour discuter de la fin du conflit en Ukraine et du rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis. Le récit avec Raouf Tosuno. Arabie Saoudite, lieu de rencontre des chefs de diplomatie russes et américains. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov va s'entretenir ce mardi avec des autorités américaines, dont le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ils vont discuter au sujet de la fin de la guerre en Ukraine et du rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis. À son arrivée à Riyad, Marco Rubio s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Nous sommes ravis de travailler avec vous, avec le président Trump et son administration. Le ministre russe Sergueï Lavrov s'est prononcé sur les agitations du côté de l'Europe et de l'Ukraine. Je ne vois pas ce qu'ils feraient à la table des négociations. S'ils veulent essayer de trouver des idées sournoises pour geler le conflit de cette manière, et si eux-mêmes par coutume, par tempérament et par habitude, veulent continuer la guerre, alors pourquoi les inviterait-on? Les pourparlers démarrent à Riyad et se poursuivront en Russie et aux États-Unis. C'est la fin de cette édition de journal. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur notre site internet ac2tv.bj où l'information reste en continu. À bientôt.